Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Hello! On se retrouve après une longue pause. Elle était nécessaire, elle a fait du bien et surtout, qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu vas bien. On reprend tout de suite avec une interview. Je reçois à nouveau Lika Sarr pour continuer la série anniversaire du podcast 5 ans plus tard. Si tu es là depuis les débuts, tu te souviens forcément de Lika. À l'époque, on avait parlé accompagnement à la parentalité dans un des épisodes les plus téléchargés du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie que Lika se raconte un peu plus et nous parle de tout ce qui a changé pour elle depuis 5 ans. Et alors là, attache ta ceinture. Elle nous emmène dans le déménagement de sa famille de la France vers le Sénégal, initié en partie par ses enfants et géré en famille. Elle nous parle de transmission intergénérationnelle avec les anciens, mais aussi avec nos enfants, et pas du tout dans le sens auquel on pourrait s'y attendre. Cet épisode, c'est une invitation à te reconnecter à ta propre guidance, à ton étoile du berger. Et si en plus de ça, tu y trouves de l'inspiration pour ta propre famille ou ta relation à toi-même, alors là, on aura tout gagné. Merci encore ma chère Lika pour cette bulle de douceur et bonne écoute. Bonjour Lika et bienvenue à nouveau dans le podcast. Bonjour Ruth, merci pour ta deuxième invitation qui me fait énormément plaisir. Ah, c'est une joie. On avait échangé toutes les deux en novembre 2020. C'était il y a bientôt 5 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis la dernière fois qu'on a échangé ensemble? Déjà 4 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Enfin, j'ai l'impression que ma vie a encore changé. Parce que la vie change tout le temps finalement, mais depuis qu'on s'est parlé, j'ai déménagé 2 fois et à chaque fois pour rechercher toujours plus. Tu sais. Déjà, je m'étais aperçue, on était dans le Covid, on sortait du Covid. J'avais besoin d'un peu plus de recul, de nature. Donc on s'est éloigné un petit peu de Paris. Et puis, entre-temps, parce qu'on était en train d'emprunter un chemin qui était assurément pas le nôtre, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que tout ça change et qu'on se prenne pas définitivement le mur, quoi. Et on a redéménagé depuis l'été dernier. Donc là, ça fait 9 mois. Donc ce qui a changé entre-temps, c'est que j'ai dû re-questionner aussi j'ai eu à re-questionner ma vie de maman. J'avais pas envie de passer du temps avec mes enfants quand il m'en restait. J'avais envie de travailler quand il me restait du temps. J'avais pas envie de faire l'autruche, tu vois, sur ma relation de couple, sur ma relation avec ce qui était important pour moi, tu vois. Aussi la connexion avec la nature, avec ma famille et puis avec aussi ma terre, quoi, tu vois, mon autre terre qui est le Sénégal. Ce qui s'est passé en 2-3 ans, ouais, sur les 2-3 dernières années avant de partir, j'ai eu à voyager beaucoup au Sénégal. Parce qu'en fait, on a déménagé au Sénégal. Pour beaucoup, ça paraît évident, mais pour moi, ça l'était vraiment pas. On partait sur un autre projet dont je te parle après, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur 2-3 ans, moi, j'ai eu à voyager peut-être une dizaine de fois au Sénégal. C'est-à-dire que je trouvais des occasions pour pouvoir venir. Enfin, ça se faisait de manière assez inconsciente, mais je ne revenais pas à Paris sans avoir reprogrammé mon prochain voyage. Comme si la terre t'appelait, en fait, te rappelait Mais vers oui, elle. j'étais pas réellement consciente de ça. Bon, ça m'a permis d'accompagner ma chère grand-mère sur sa fin de vie. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à ma lignée de femmes. Ça m'a permis à me reconnecter à mon cœur, à mon sens. Je me souviens, ma grand-mère, peu avant de partir, elle m'a dit en ces termes: «Élève-toi encore plus». Et j'ai demandé à mon papa de me traduire parce que j'avais pas compris. Et tu sais, c'est ce genre de phrase où tu te dis: «Mais mamie, si tu pouvais me traduire encore, tu vois? Si tu pouvais me dire ce que tu veux dire d'autre». En fait, je sais très bien que là où elle est,
où là où elle en était, là où j'en suis, on se comprend. Et s'élever, c'est spirituellement, mais c'est au-delà de ça, tu vois? C'est énergétiquement, et je sais qu'elle comprend ce langage, même si en mots, on n'en a jamais parlé, elle et moi. On se connectait à un autre endroit, tu vois? Enfin, j'en ai des frissons à le dire, mais et c'est pas pour rien que mon avion a atterri, à Dakar, alors que mon père me suppliait de l'annuler parce que lui aussi avait pris un vol pour venir à Paris et je lui disais: «Non, c'est moi qui viens» et il disait: «Non, c'est moi qui viens» et je crois que mon père est très têtu, mais finalement, je suis plus têtue que lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un test Covid positif et il a pas pu prendre son avion et j'ai dit: «Voilà, c'est bien fait, donc je vais venir». Il est très têtu, il l'a transmis à personne? Non? Tu vois pas? Mmh. OK. OK. J'ai dit: «Voilà, c'est comme ça». Et je suis arrivée à Dakar et ma grand-mère a fait son malaise et comme si, elle m'attendait et comme si elle avait besoin aussi de quelqu'un pour dire à son fils: «Reste avec moi», quoi, tu vois? Donc on a accompagné. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait anecdotique parce que, c'est vraiment ce qui m'a permis c'est ce qui me permet de te dire aujourd'hui que dans ces 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de mouvements, dans mon cœur et donc ça paraissait un peu évident, mais ça ne l'était pas pour nous parce que tu sais que mon conjoint, on partait pour faire un tour du monde et même qu'on avait commencé à mettre en place des réunions avec, la famille on part en tour du monde, on est 5 donc on chacun prend un continent, on était vraiment dans la réflexion, tu vois? Et puis, en octobre, enfin le aux vacances de Toussaint avant qu'on prenne la décision, donc mes enfants étaient allés tout seuls au Sénégal, enfin chez mon papa en tout cas et quand ils sont revenus dans l'hiver frais, je crois que c'est le pire de partir à Toussaint au soleil. C'est clair. Tu vas vers le sombre, quoi, des mois de tunnel. Oh là là, quelle violence. Quelle violence, mais tellement et puis je crois que l'enfant il l'a ressenti quoi. C'est ma grande fille qui me dit et je me souviens, ils étaient tous les 3 là sous leur couette plaid au frigo, à côté du frigo sur un petit déj le matin et il y a la grande qui dit: «Mais maman, pourquoi on se casse la tête à réfléchir à un tour du monde, alors qu'on sait très bien où on veut vivre?» Et là, tu as mon petit deuxième qui dit: «Elle a raison, moi je veux vivre au Sénégal». J'en ai marre d'avoir froid. Oh là là, Je veux être j'adore. pieds nus en slip quoi, tu vois? C'est un peu ce truc. Bah, c'est évident. Danser sous la pluie, courir au soleil, Mais évidemment. oui, Mais tu sais que Lika, là, je t'écoute, nous partager cette magnifique histoire de transmission familiale, de générations qui se parlent, de guides plus anciens du côté des ancêtres, de guides plus jeunes du côté de tes enfants. Et moi, je me dis, j'ai l'impression, je sais exactement où je mets les pieds. Avec Lika, je retrouve une vieille amie. Mais je me rends compte que j'ai manqué à tous mes devoirs d'hôtesse de podcast et que je ne t'ai pas demandé de te présenter. Alors moi, j'ai tout le contexte. Je sais ce qui se cache derrière la terre m'appelle, etc. Par contre, il y a des personnes qui vont te découvrir et qui ne savent pas où elles mettent les pieds. c'est vrai. Ils vont se dire: «Elle est complètement perchée. Qu'est-ce qu'elle nous raconte?» Elles sont complètement perchées. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Où est-ce qu'on est? Alors, raconte-nous et présente-toi, s'il te plaît. Donc je m'appelle Lika, on l'avait compris, je suis, formatrice, je dirais après dans quel domaine et thérapeute. J'aime bien dire, même, plus de 20 ans après, que je suis de formation initiale infirmière puéricultrice. Ça a du sens pour moi de le rappeler parce que c'est ce qui me rassure avec le fait qu'en fait mon intention de départ, c'était le soin, le lien, la relation. C'était la prise en soin de l'enfant et puis en avançant un peu dans mon expérience, c'était la prise en soin de l'enfant même qu'il y a à l'intérieur de l'adulte. C'est cet, accompagnement, c'est cette, relation avec, l'enfant qui a à l'intérieur de chacun de nous. En fonction de la période, je me suis un peu, j'ai avancé d'une manière assez, poétique mais cohérente. Donc j'ai travaillé un petit peu à l'hôpital en tant qu'infirmière puéricultrice, puis j'ai été 10 ans directrice de crèche, différentes structures où j'ai pris passion vraiment pour, l'accompagnement des enfants comme une mission à impact sociétal, tu vois? De pouvoir accompagner l'enfant dans sa vie, en fait, pour le démarrage de sa vie. J'ai aussi pris passion dans l'accompagnement des parents parce que vraiment, dans cette société où déjà à l'époque et peut-être un peu plus maintenant, où on se retrouve assez individualiste, à nos dépens, hein,
avec une difficulté à la fois de se connecter en son centre et de se connecter en son village pour pouvoir à la fois grandir et faire grandir. Et donc je me suis pris de passion là-dedans et puis je me suis pris de passion dans la transmission aussi de cette mission de vie que je sens avoir pour les professionnels, mes collègues qui m'ont fait confiance, que j'ai managé pendant ces années-là. Et puis d'une manière assez naturelle, je me suis dirigée vers la formation en quittant un poste très opérationnel pour différentes raisons. Déjà parce que j'adore la transmission et j'avais besoin de me former moi-même. J'avais besoin de temps pour me former, j'avais besoin de temps pour faire mes enfants aussi, pour faire grandir ma famille, pour travailler avec, bébé Lika, tu vois? Cet, enfant intérieur qui me rappelait sans cesse et qui s'est mis à crier en plus très fort à l'arrivée de ma première fille et j'ai eu besoin de temps, voilà, pour tout ça et donc je suis retournée à la fac. Enfin, j'ai fait un cursus de programmateur neurolinguistique. Je suis retournée à la fac, sur 2 diplômes universitaires, pour être instructrice, en pleine conscience. Je vais revenir après. La psychothérapie par la pleine conscience. J'ai été formée aussi, parce que je suis passionnée par les sciences cognitives, donc en neurosciences, tout ce qui, nous rappelle que finalement les émotions sont notre boussole et que notre façon d'accompagner les émotions dès le plus jeune âge va permettre à ces futurs humains d'avoir une boussole en leur centre assez clair, tu vois, pour pouvoir accompagner la conscience, la confiance, l'estime, la guidance intérieure, quoi. Et donc, je me suis installée, en tout cas, je suis installée aujourd'hui en tant que formatrice, donc je suis responsable d'un centre de formation. J'accompagne à la fois les coachs thérapeutes à se transformer et à devenir formateurs, à créer leur organisme de formation et aussi des bilans de transition pour accompagner, enfin ce qu'on appelle bilan de compétences en tout cas, mais des bilans de transition. Et puis sur la partie thérapie, c'est plus un accompagnement sur, alors je me disais accompagnante parentale jusqu'il y a pas très longtemps. Puis c'était très gênant pour moi pour différentes raisons. D'une part parce que, déjà dans ma clientèle, patientèle, j'avais pas que des parents. Le bouche à oreille faisant, il y avait des personnes qui venaient pour pouvoir travailler leur intelligence émotionnelle, pour pouvoir, trouver un peu plus de force dans leurs pas et aussi parce que, en tant que maman, je me retrouvais quand même avec des personnes qui étaient biaisées ou en tout cas parfois en quête de réponses toutes faites et de dire: «Mais en fait, de dire: «Mais toi qui as tout ça, comment tu fais? C'est quoi? Comment tu fais?» Et en fait, c'est pas on avait déjà parlé dans notre premier épisode ensemble de podcast, c'est pas une question de méthode à appliquer depuis un mode d'emploi extérieur. C'est en fait, là, en tout cas la parentalité, c'est une forme d'expérience de vie qui demande de manière peut-être un peu plus exigeante parce qu'il y a une forme de responsabilité d'autre être, que de se questionner sur qu'est-ce qui est présent, de quoi j'ai besoin, de quoi a besoin mon enfant, où est-ce qu'on se rencontre, quelles sont les émotions en jeu, comment je les lis et comment, avec mon enfant intérieur, je peux dépasser peut-être certaines croyances, certains automatismes, d'autres diront certains traumas, tu vois? Mais comment je peux avancer en conscience avec les différentes postures de la pleine conscience? Et donc voilà, donc dans mon accompagnement aujourd'hui, j'accompagne les humains qui souhaitent travailler sur leur reparentage de leur enfant intérieur, sur leurs émotions, sur, leur intelligence donc émotionnelle, pour pouvoir avancer d'une manière, alignée. Alignée, je précise, c'est pas, je suis bien, je suis légère, je suis épanouie tous les jours. Enfin, tu vois? C'est consciente, authentique et quand je dis alignée, c'est, consciente de l'impermanence et des défis, en fait, qu'offre la vie, les relations, les choix et cetera. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans tes partages ou dans ce que tu dégages, c'est cette posture d'humilité immense, de dire: «Bah, en fait, je suis pas ton gourou, je partage juste des clés et là-dedans, si tu vois quelque chose qui te parle, bah, teste pour toi et vois comment ça résonne pour toi». Et ce côté aussi de se décentrer. Tu pas à te mettre en scène à dire, «Moi, je fais ci et c'est comme ça qu'il faut faire, 5 méthodes pour que vos enfants vous écoutent ou soient comme ceci ou soient comme cela». Et en fait, je trouve que c'est la meilleure façon de faire parce qu'en faisant ça, effectivement, tu partages des choses, tu as envie que les personnes se reconnectent à elles-mêmes et grandissent, mais on sent aussi que tu as ton propre chemin en tant que maman
tu te décentres et puis c'est avec beaucoup d'humilité de dire bah voilà l'éventail d'outils qui est disponible. Testez, voyez ce qui est présent pour vous, ce qui est vrai pour vous et moi ça résonne totalement et c'est aussi la posture que j'ai envie d'adopter. Donc j'aime beaucoup, on est en ligne. Je le sens qu'on est vraiment alignés et tu vois, comme tu dis, ça me fait penser même à récemment, donc une personne, une dame qui vient me voir et qui me dit, une séance sur l'autre: «J'ai compris tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, mais vraiment je sens que ça change pas». Et je lui dis: «OK, mais est-ce que vous avez mis en place, une pratique?» Enfin, je propose, la cohérence cardiaque, enfin, tu vois, de l'écriture, des petites choses comme ça qui te permettent de prendre «Non, mais j'ai compris vraiment, mais bon ça, oui, peut-être que je le ferai un moment, mais en fait, ça change pas, quoi. Je voudrais vraiment que vous m'aidiez parce que ça change pas» et tu vois? Et là, je réalise qu'elle vient me voir avec cette motivation extrinsèque de dire probablement que dans sa vie, on l'a toujours, dit: «Tu fais là, tu vas à gauche, là, tu vas à droite, là, voilà». Et puis là, aujourd'hui, elle est dans ce travers où elle attend que quelqu'un lui dise, pas que lui dise, mais lui donne une baguette magique parce qu'il faut que ça marche, quoi. C'est-à-dire que si tu me dis: Va à gauche. Moi, en tant que enfin, maintenant, alors quand on est enfant, on est dépendant. Là, en tant que, adulte, elle se veut indépendante. Elle se dit: «Tu as la responsabilité de ma direction, quoi. Donc tu me dis, tu je veux que tu me donnes la baguette magique, en fait», tu vois? Ouais. Voir que tu viennes m'enlever le caillou dans ma chaussure. Ouais, Tu vois? ouais, Que tu c'est me ça, trouves le complètement. truc, limite si tu peux me l'enlever et que je le ressente pas. Or c'est pas ça. Et ce que tu dis quand tu parles de pleine conscience, c'est ce truc-là, c'est pas genre, cui les petits oiseaux, c'est agréable et on est bien et on ouvre les chakras. C'est, bah oui, parfois c'est horrible, parfois c'est désagréable, parfois ça fait des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, mais en fait, c'est le chemin, quoi. Complètement. Et en fait, tu vois, dans cette, intention de prise de soin, quand je parle d'intention et c'est vraiment quelque chose que je retrouve aussi dans mes accompagnements, il ne s'agit pas d'objectifs ou d'attentes. Moi, je le vois vraiment comme une, obsession qui me suit depuis toujours. Et je fais vraiment une différence entre, objectif et obsession. Tu vois, souvent des objectifs à atteindre, quand ils ne sont pas reliés à notre obsession, on ne sait pas pourquoi c'est difficile de ne pas suivre pourtant le chemin qu'on voudrait tracer parce qu'on a des objectifs auxquels répondre. Mais si ça ne suit pas son obsession, quelque chose d'un endroit, en tout cas en tant que coach, c'est vraiment, en tant que thérapeute, c'est vraiment comme ça que je le vois. Si ça me semble fluide d'organiser toutes mes balles, tu vois, de jongler avec tout ça. C'est parce que j'ai cette mission que j'appelle aussi cette obsession. Dans le sens, vraiment dans le sens plein, dans le sens optimiste et pas péjoratif ou bien négatif comme on peut l'entendre parfois. Et cette obsession, vraiment, alors cette obsession du lien, de la transmission, du soin, c'est vrai que c'est pas facile de la vivre, en tout cas de la suivre tout le temps, surtout quand on est connecté aux médias, quand on est en train d'observer qu'à quel point, bah, si on écoute trop les médias, on pourrait se dire: «C'est peine perdue, quoi. Range ta mallette et cale-toi et laisse tomber, quoi». Enfin, mais quand c'est vraiment cette mission de vie, tu vois? Moi, je me lève le matin et je me dis: «Allez, je vais aller faire mon petit truc là, ma petite graine, mon petit pas», parce que de toute façon, c'est ça qui me fait lever. Tu vois? C'est avec, une forme de gratitude chaque soir que je me couche en paix. Enfin, tu vois, c'est ouais. Il y a Mmh. vraiment quelque chose de je reconnais ça, je vois ça beaucoup chez mon fils. Mon fils de 9 ans, il fonctionne énormément par obsession, à tel point qu'il y a quelque temps donc en fait, il va se lever le matin et il va être, alors en anglais, on va dire relentless. Il va nous poser la question: «Est-ce qu'on peut faire tel truc? Est-ce qu'on peut aller à tel musée? Est-ce qu'on peut aller à tel musée?» Et il ne s'arrête pas. Alors au début, moi je sais que quand j'ai remarqué ça chez lui, je disais à mon mari: «Mais quand même, c'est bizarre, est-ce que tu penses pas que» tu fais: «Ça te fait penser à personne?» Tu vois? Par exemple? Ça te rappelle rien? Et en fait, moi, j'ai eu ça, quand j'ai découvert le monde du coaching et du développement personnel. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'inévitable. Tu ne peux pas t'en empêcher. Quelle que soit la preuve potentiellement contraire que tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. C'est au-delà même d'une étoile du berger, c'est juste, je ne peux pas faire autrement. C'est juste, j'ai une attraction impossible à résister vers ce sujet. Donc ouais, ça me parle totalement. C'est ça. Et tu vois, même moi, j'imagine même ça comme, un endroit, où il y a plein de portes pour y arriver, tu vois? Et mon obsession, elle fait que je vais toquer parfois à plusieurs portes. Mais à chaque fois, l'initiative qu'il y a derrière, c'est pour revenir à ce même point, qui est le soin,
de soi, des autres, l'alignement, la conscience collective, la conscience individuelle. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'une authenticité, de réflexion, de bienveillance. Et quand je dis bienveillance aussi, tu vois, parce que dans nos cercles de thérapeutes, je vois tellement de coachs, de thérapeutes qui se regardent du coin de l'œil, tu vois, sans reconnaître que chacun fait de son mieux depuis son obsession, sa mission. Il y a à dénigrer personne, il y a à accueillir tout le monde avec confiance au fait que il en faut pour tout le monde aussi. Exactement. Mais tu sais, quand je t'entends, on en avait parlé, je crois, il y a quelques années, de ces 7 niveaux d'énergie. Et moi, quand je t'entends parler, c'est vraiment ce niveau 4 du cœur, ce niveau 6 de la synthèse, du, en fait, on réussit pas si on ne réussit pas tous. Personne ne réussit si on réussit pas tous parce qu'on est tellement imbriqués les uns avec les autres. On fait partie du même tout. Et ce niveau 7 du non-jugement, tu vois, et de la création. Vraiment, je reconnais, je vois ça beaucoup en toi, en fait. Du coup, moi, j'ai quand même envie de savoir, comment ça a vécu chez toi, ce projet de, presque de repat, hein, au Sénégal, parce que tu es, Ouais. 100% ou moitié sénégalaise selon comment on regarde. Je suis 2 fois 100%, c'est ça. Nos pourcentages là commencent à plus être exacts, mais on se comprend. Du coup, moi, je suis hyper curieuse de savoir comment a vécu chez vous, chez toi, chez tes petits, ce projet de quitter la France et aller vous installer au Sénégal, au lieu de faire un tour du monde, finalement. C'est ça. Bah, tu sais, donc je reviens à la scène là, incroyable de ce matin-là. Les enfants gelés. Les enfants gelés dans leur plaid, pleurant. Il y a juste le dernier où il a posé tout de suite son veto. Il a dit: «Ah non, mais moi par contre, sans Victor, je vais nulle part». Victor. C'est-à-dire son meilleur ami. C'est vrai, je place Victor là, mais parce que Victor a une importance dans notre famille, mais sans Victor, je ne vais nulle part. Donc c'est-à-dire que lui, même le tour du monde, il réfléchissait, il avait déjà demandé à ma mère: «Est-ce que toi tu restes là?» Enfin, tu vois, genre, est-ce qu'on peut réfléchir à un truc? Parce que moi, Victor, enfin bref. Oh, c'est tellement mignon. Et tu vois, souvent on me demande si c'est pas parce que ma grande aujourd'hui, elle a 12 ans et c'est plutôt vers ces âges-là où il y a du mal à se détacher de ce cercle d'amis. Nous, c'était plutôt notre petit dernier de 6 ans, tu vois, qui était très attaché à son ami. Et du coup, oui. Donc, quand ils nous ont posé ça, ça a fait quand même, ça, c'est venu quand même poser un gros pavé dans notre mare, là, parce qu'on s'est dit, c'est pas si fluide, en fait, notre plan. Nous, on pensait que, tu vois, on partait sur un truc dynamique, tu vois, genre, enjoy, on fait l'école à la maison, on part, on va à la conquête du monde, on consomme, quoi, tu vois. Et là, ils nous disent, vous êtes bien drôle, mais nous, ça nous intéresse pas de consommer, en fait. On veut ça, quoi. On veut ça. Et donc, mon mari partait en déplacement, un long déplacement professionnel. Et on s'est dit, bon, on dort là-dessus, en plus séparément. Et puis, quand tu reviens, on en rediscute, quoi. Mais en fait, avant même qu'il revienne, on s'est dit: «OK, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse». Mais je sais qu'à l'époque, pour mon mari, c'était compliqué parce qu'il connaissait le Sénégal. En plus, il avait des obligations professionnelles en lien avec le Sénégal aussi, même s'il il est pas du tout d'origine sénégalaise, mais il avait des relations professionnelles. Et lui, je me rappelle, il me disait: «Moi, le Sénégal, je veux bien y aller, mais 6 mois, ça me permet d'être tranquille, profiter des palmiers, machin, et puis après on revient, quoi». Et moi, concrètement, autant consommer le monde, pam, pam, j'arrivais à me projeter parce qu'après, bah, il va falloir qu'on trouve un endroit pour y vivre. Mais moi, ma façon de vivre, elle ne me dit pas CDD, quoi. Enfin, tu vois, elle me dit pas on part pour 6 mois et après on repart, parce que je sentais que aller au Sénégal, en plus, c'était pas n'importe quel pays, aller au Sénégal et me dire j'y vais pour repartir, j'allais me sentir déchirée. Moi, ma façon de vivre, c'est j'y suis tant que j'y suis plus, quoi. J'y vais et peut-être que dans 6 mois, au bout de 6 mois, on se serait dit: «Non, mais c'est pas fait pour nous, on repart». C'est OK, tu vois? Mais de partir en déterminant déjà, je sais ce que ça peut faire en moi. Ça provoque en fait de la difficulté de m'ancrer et dans le moment et dans le lieu. Et j'ai besoin de pouvoir m'ancrer dans le moment et dans le lieu, tu vois? J'ai besoin de repères, j'ai besoin de et je crois que j'ai besoin aussi de transmettre cette vision à mes enfants. Mais c'est quand même hyper paradoxal parce que tu as tous ces besoins-là, on sent un besoin d'ancrage quand même,
et pour autant, vous vous prépariez à faire un tour du monde. En fait, partir un tour du monde d'1 an, pour moi, c'est une aventure. Je suis hyper aventurière. Je suis très aventurière. Disons que je te dis que j'ai déménagé 2 fois en 4 ans, mais j'ai compté en fait à ce déménagement-là combien de fois j'ai déménagé dans ma vie. J'ai déménagé 13 fois. Je suis hyper aventurière. C'est juste qu'au moment où j'arrive dans un lieu, j'y arrive vraiment. Tu vois, j'aime ça. J'aime me dire qu'au moment où je sens que je suis plus à ma place, je bouge. Mais au moment où je me réinstalle, je m'ancre. Et ça, pour moi en tout cas, ça fait partie de ma lecture de boussole, tu vois, de me dire là, ça va plus là, mes racines, elles sont plus trop contenues. Faut que je bouge un truc, tu vois. Peut-être qu'il faut que, et bam, je bouge, mais je m'ancre. C'est hyper intéressant comme fonctionnement, j'adore. C'est entièrement que je le fais. Et donc, ce qui nous plaisait aussi, c'est de pouvoir dire aux enfants, on vous a entendu et on va vous suivre. Et ça n'a pas de prix en fait dans une vie de famille que de pouvoir incarner, en tout cas que de pouvoir prouver qu'on a chacun notre place pour avoir son mot à dire. Tous les mots à dire ne sont pas à suivre, mais tout est à étudier. Oui, tout à fait. C'est fort en plus dans la construction d'un enfant de se dire si je veux quelque chose, on m'entend. Tu vois, là, ça va être les parents, mais je trouve que comme croyance forte à emporter avec soi, si je veux quelque chose, tout concourt à ce que ce soit possible. Complètement. Et en tout cas, probablement que parfois, ils nous demandent des choses qui ne sont pas possibles. Et on va leur dire, non, là, non, c'est pas possible. Mais on va leur montrer qu'on étudie en sincérité les propositions, quoi. Et que bien souvent, en plus, ils sont nos guides. Ce sont eux nos guides. Absolument. Ok, donc vous vous séparez pour le temps de la mission professionnelle de ton mari, vous dormez sur le projet, et ensuite, comment ça se passe ? Et ensuite, ça s'est mis sur quelques mois. Donc, on a renforcé nos réunions, où on a commencé à parler... Ah oui, parce qu'au début, trop drôle ça aussi, au début, on avait prévu d'y aller en voiture. Donc, faire un Paris-Dakar en voiture. Donc, du coup, on était dans le dispatch de qui calcule l'essence nécessaire, qui s'occupe des escales utiles, tu vois, pour pas avoir faire plus de tant d'heures sur la route, qui, donc, en fonction de l'âge des enfants, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, on répartit. Et je me souviens, donc, c'était un peu plus après dans la réflexion, quand on a eu à définitivement acter le trajet, l'itinéraire, donc on avait fait une réunion le dimanche. Et en fait, le mardi soir, genre, je me couche et avec mon mari, on se trouve devant un pépin administratif qui fait que concrètement, on ne va pas avoir la possibilité de voyager avec notre voiture ou alors avec un peu plus de difficulté parce qu'il fallait changer une dénomination, enfin un truc. Et donc, je lui dis, écoute, en fait, je crois que là, ça nous ramène beaucoup de problèmes. On n'a pas signé pour ça. Au pire des cas, on y va en avion comme les gens, quoi. Tu vois, genre... Comme des gens normaux, quoi. Enfin, je veux dire... Tu vois, enfin, au pire, on fait ça. Et du coup, pareil, on se dit, bon, on dort dessus, et si c'est OK, demain, on en parle, et c'était le mercredi, on en parle mercredi après, mais on fait une réunion exceptionnelle, tu vois. Et donc, on dit aux enfants, voilà, on a un truc à vous dire, en fait, on a dû changer d'avis parce qu'on a un pépin, donc on leur explique. Et donc, je pense que on va peut-être pas y aller en voiture. Et là, t'as Luca qui dit, oh là là, maman, on était à 2 doigts d'avancer la prochaine réunion, parce que on le sentait pas. On se disait qu'on préférait vraiment y aller en avion. Mais tu vois, j'ai trouvé ça trop chou parce que, genre, ces petits êtres-là, ils nous font vraiment confiance, tu vois. Ils se sont concertés à 3, ils ont dit, les parents, ils sont un peu... ils ont l'air sûrs de leur bordel, mais nous, on n'est pas sûrs du tout. Et comment on leur dit ? Est-ce qu'on avance la prochaine réunion ? Est-ce que ça peut être de notre initiative de leur dire qu'on ne croit pas trop au projet ? Genre, on peut partir le mardi matin, arriver le mardi soir, mais c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais. En fait, C'est tellement mignon. Tu sais, le conseil des enfants en train de s'inquiéter pour la santé, mentale des adultes, genre... Comment on leur dit ? Est-ce qu'on les suit là-dedans ? Est-ce qu'on les laisse nous suivre là-dedans ? Et en fait, on s'est dit, c'est vrai que le voyage, en fait, bon, c'est génial. Moi, je trouve qu'un Paris-Dakar, je leur ai quand même dit là récemment, je garde en tête que j'aimerais vraiment faire un Paris-Dakar en voiture. Et ils m'ont dit, oui, maman, oui. Genre, plus tard. Okay.
Mais tu vois, je me dis que c'est vrai, là, on avait un changement de vie en perspective. On ramenait encore un Paris-Dakar en voiture. Ils ont dit, OK, on y va, parce qu'on vous fait confiance, mais on n'est pas sûr qu'on va tenir, quoi, tu vois. Oh, j'adore. Et ça aussi, tu vois, non, on a vraiment ri, mais on leur a montré que l'aventure, c'est pas non plus chercher des problèmes aux problèmes, quoi. C'est quand même se laisser guider par quelque chose de fluide, parce qu'on a quand même prévu d'avoir une vie smooth, quoi. Et des fois, avoir une vie smooth, c'est savoir esquiver les trucs où, là, si j'y vais, je peux galérer à nager. Tandis que là, si j'y vais, tu vois, je peux me laisser guider par le courant et je perdrai pas grand-chose, en fait. Absolument. Et ce sera tout aussi génial. Et ce sera génial. Alors, je veux pas du tout t'ériger en modèle ni en quoi que ce soit parce que je sais que c'est pas ta posture, mais en tout cas, moi, je me sens très inspirée par ces partages. Tu sais, le fait de faire des réunions avec tes enfants, les échanges qu'il peut y avoir. Donc, j'espère vraiment que ça fera son chemin et que ça donnera d'autres idées d'organisation familiale. Même si je te mets pas du tout, tu vois, en porte-à-faux par rapport à ça, mais j'aime beaucoup votre fonctionnement familial. Bah, disons, quand tu as l'intention de communiquer et que tu te rends compte que dans nos semaines, on a plein de moments de communication informelle, je crois que la communication formelle, comme tout conseil d'administration, tu vois, enfin, comme toute équipe, il y a il y a la discussion à la cafette, à côté de la machine à café. Et puis, il y a la discussion, on se prend dans les yeux et on a un ordre du jour. Et moi, je voulais offrir aussi à mes enfants ces outils-là qui permettent de voir qu'en fait, c'est génial. On va au surf, on s'amuse, on va au sport, on court, on va à la plage, on fun, on joue au foot. On joue, enfin, surtout mon mari qui joue au foot, mais moi, je fais des trucs, tu vois, on joue. Il y a des sujets où on a besoin de se poser. Mais de la même manière que individuellement, ils vont nous solliciter pour des choses spécifiques et ils savent qu'il y a une tonalité en fonction du sujet, tu vois. Et j'aime trop, tu vois, dernièrement, ma fille qui vient me voir, elle me dit, on peut parler d'un truc. Donc là, je sens qu'il faut qu'on se pose, quoi, tu vois. Et elle me dit, en fait, en venant te voir, je venais pour te parler d'un problème, mais j'étais déjà en train de réfléchir à une solution. Et là, je me dis: «Yes!» quoi, tu vois? Elle a son esprit en développement, on fire quoi, tu vois? Elle a pas un esprit fixe. Moi, je voulais l'intention que j'ai, tu vois, dans ma mission éducative, c'est que mes enfants, ils puissent avoir un esprit en développement, tu vois? Et mon mantra préféré, c'est s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Et ça, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un problème est une opportunité de réflexion et qu'il s'agit pas de tout résoudre. Mais il y a des choses qu'on peut pas résoudre et on lâche. Exactement. Oh, écoute, j'adore parce que tu es vraiment en train de leur transmettre des choses que moi je transmets avec le coaching à des personnes adultes. Et je trouve Mais que moi aussi, bah ouais, figure-toi. c'est ça. Et je C'est ça. trouve qu'en fait, l'avoir dès le départ dans tes paramètres par défaut, c'est vraiment génial. Mais ça, c'est possible. Je pense que c'est pas quelque chose que tu as lu quelque part. Encore une fois, c'est de l'intention et je suis sûre que c'est ton fonctionnement à toi, en fait. Ta connexion avec toi-même, ton fonctionnement à toi qui, du coup, irradie dans ton cercle familial. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de fonctionner qu'ils voient et j'ai aussi mis en place, j'ai organisé ma vie pour me regarder, m'observer et m'augmenter. Toutes ces formations, toutes ces retraites, enfin tout ce temps, parce que depuis que je suis maman, enfin, j'ai dû aussi lever des barrières parce que c'est pas parce que je suis maman que je pars souvent seule, hein. Enfin, je m'isole beaucoup. J'ai vraiment besoin d'avoir une chambre à moi régulièrement. J'ai ce temps avec moi, j'ai ce temps en réflexion sur moi, j'ai toute cette organisation professionnelle qui vise à nourrir ma mission, tu vois? Donc effectivement, ils me voient fonctionner et on se crée des opportunités pour échanger, tu vois? Mais comme toutes les mamans, tu vois, je repense à une autre anecdote, comme toutes les mamans, je sais pas comment ça s'organise à l'intérieur d'eux depuis leur immaturité, parce qu'ils sont encore très immatures. Et parfois, quand j'ai des petites expressions comme ça, je me dis: «Ouf!» tu vois? Genre ça, elle l'a quoi, tu vois? Mais ça prend. Mais c'est comme mon petit Noé, là, récemment, il y a une amie qui vient et elle était carrément flippée avec son enfant au bord de la piscine. Et mon fils Noé qui était en train de jouer au ping-pong à côté, tu vois? On aurait dit qu'il s'intéressait pas à la scène.
Et à un moment, mon amie, elle crie, tu vois, sur son enfant, elle dit: «Arrête!» Et elle s'approche d'elle et il s'approche d'elle, donc il a 7 ans maintenant, oui. Il dit: «Ça va tata?» Il dit: «Je te trouve tendue quand même, hein». Que même moi, j'aurais pas osé le dire. Et après, il est retourné à son badminton. Mais il a senti que là, il y avait un truc, c'était pas la mise absolue en danger de cet enfant qui était en train d'expérimenter, c'était la crispation dans le corps de cette maman qui potentiellement n'avait pas la confiance au fait qu'elle pouvait anticiper les dangers, Absolument. plutôt que de se positionner en je vais sauver parce qu'il est de toute façon en danger. Toi, tu es quelqu'un de hyper intentionnel, tu te connais, tu te regardes, tu t'observes et sûrement que tes enfants apprennent aussi par l'exemple et tu es en train de faire 3 petits êtres, 3 petites graines qui demain seront des personnes qui savent s'écouter, qui savent se faire confiance, qui savent mener un projet. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure: «Je sais pas comment j'ai fait pour que ma fille vienne me voir avec la solution», mais une partie de moi est convaincue qu'une partie de toi, en fait, sait. Alors, si tu devais nous dire ce que ton intuition, tu vois, sur ce que tu as pu faire qui fait qu'elle vienne comme ça ou qu'il soit dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que tu nous dirais? Justement, tu vois, ta question, elle me met un peu mal à l'aise et c'est pour ça aussi que, j'ai arrêté de m'annoncer sur les réseaux, tu as dû le voir, en parentalité pleine conscience et Mmh. j'ai changé mon identité en émotion pleine conscience parce que ça me mettait de plus en plus mal à l'aise qu'on Mmh mh. vienne me demander des techniques ou de savoir comment je fais avec mes enfants à Mmh. moi. Cette intuition, cette intention, je l'ai, je vais t'en parler, mais Mmh. c'est comme tu l'as très bien dit, c'est avant tout une connexion à moi-même, une connexion à ma vulnérabilité, aussi à ma transparence, de toutes mes failles, tu vois? Mais Mmh. à ma façon de rebondir avec l'espoir que, tant qu'on est là, qu'on avance, eh ben, comme je dis souvent, un vélo, il avance quand on pédale, donc il y a du mouvement, tu vois? Tant qu'il y a du Mmh. mouvement, il y a du chemin, il y a pourquoi je te dis ça? Oui, parce que ça met mal à l'aise toujours de ces questions-là, parce que je me suis retrouvée aussi dans mon rôle d'accompagnant parental à être en face de parents qui ne venaient me voir que pour avoir des solutions. Et en fait, chercher des solutions à l'extérieur, c'est s'empêcher ce chemin personnel. Et c'est pour ça que émotion en conscience, ça me parle plus et ça me parle aussi dans ma façon de me dans la façon dont chacun a besoin de se reparenter pour Mmh. pouvoir trouver son chemin. Ma façon d'être devant ces enfants-là ont apporté ce résultat-là. Effectivement, moi, je Mmh. suis une maman qui, j'ai l'impression que, enfin, ils ont une phrase en tête qui ressortent comme ça de temps en temps, c'est, «S'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème, en fait». On s'organise ensemble à se répéter ça. Parce que moi, Mmh. je me le répète, tu vois? Et quand je me creuse un peu trop la tête, je me dis: «OK, je vais chercher une solution» et à la fin, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème, next, tu vois? Mmh. Ouais, tout à fait. Et bien sûr qu'ils me voient avancer comme ça dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations et bien sûr que ma fille, elle me prend comme modèle. Alors parfois c'est un peu, c'est délicat pour moi parce que je me dis: «Oh, c'est responsabilisant quoi», tu vois? Je voudrais pas qu'elle m'idéalise, mais bien Mmh. sûr que je le veuille ou pas, elle me prend comme modèle et quand elle me dit ça, je sais qu'il y a une partie d'elle qui est en train de charmer sa maman. Enfin, tu vois? On le Mmh. sait, les enfants depuis leur naissance, depuis leurs premiers jours, depuis leurs premières heures, ils ont ces attitudes comme ça qui permettent une restitution de l'attachement nécessaire, tu vois? Et donc je le sais que pour cette première intention de Den, ma fille, il y a aussi une part de: «Je te le dis et quand je te le dis, je te rassure sur le fait que j'ai compris et Mmh. donc tu peux continuer à m'aimer». C'est un peu dur ce que je dis, mais je suis consciente qu'il y a un peu de ça quand même. Mais en le faisant, en l'incarnant et en l'incarnant à côté de moi, qui vais contenir sa façon d'être, elle va devenir quand même cette personne-là aussi. J'aime tellement ce que tu dis parce qu'il y a pas de c'est pas une formule toute faite. C'est pas, passer 10 minutes de qualité avec chaque enfant, faites ceci, faites cela. Non, en fait, le secret, la formule, c'est qu'il y a pas de formule. La formule, c'est comment en tant que parent, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu te reconnectes à toi, tu vis dans ta vérité, dans ton authenticité et ton enfant te voit et il t'imite ou alors il te renvoie des choses et c'est d'autres occasions pour toi de travailler sur toi, de réajuster la relation. Exactement et tu sais, ça me fait penser là à un accompagnement que j'ai eu hier, sur une maman d'un enfant de 2 ans
et qui me dit: «On va aller, chez ma belle famille». Comme à chaque fois, en fait, mon enfant, il est plus tout à fait comme, avec moi. Mmh. Il fait, des crises et comment je fais moi pour qu'il se comporte comme, quand il est avec moi et qu'il arrête ses crises? Et en fait, j'ai senti que cette maman-là, très démunie, sa première intention, c'était de faire taire son enfant. Alors que à ce moment-là, il fallait qu'on puisse avancer ensemble pour qu'elle se reconnecte au fait que sa première intention, ça aurait dû être de se reconnecter à ce qu'elle est quand elle est seule avec lui. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, tu vois, à vouloir tant un résultat, on en oublie que ce qui permet à l'enfant d'être lui-même au mieux de lui-même, c'est de sentir qu'il y a pas d'attente de résultat de la part de son environnement. Enfin, je sais pas Ouais. comment te dire, mais c'est de pouvoir se reconnecter à soi à ce moment-là. Et je dis ça parce que mes enfants sont grands maintenant, mais je crois qu'il y a eu des graines de poser depuis toujours. Tu vois? Et le fait de pouvoir responsabiliser les enfants face à leurs émotions, c'est la meilleure des manières que de leur permettre de développer leur intelligence émotionnelle à chaque instant. Alors, j'ai énormément de compassion pour cette maman que tu décris parce que Ouais. j'ai vécu donc avant de venir en Suède, j'ai vécu 5 ans en Irlande et en Suède, c'est encore amplifié ce phénomène-là. En fait, tu évolues en tant que parent dans une société qui est faite pour que tu n'aies pas d'attente de résultat par rapport au comportement de ton enfant. C'est-à-dire qu'en Irlande, moi, je suis arrivée avec ma petite fille de 18 mois, elle pleurait dans sa poussette, elle était pas contente et une petite dame qui s'est arrêtée et qui était vers ma fille: «Oh pauvre petite» et ensuite elle m'a parlé à moi: «Oh et comment toi ça va maman?» tu vois? Et en fait, ça rend le truc hyper facile. Ma fille peut faire une tu vois, une grosse manifestation émotionnelle en Irlande, il y a pas de problème, je me sens pas jugée, je me sens pas Ouais. pressurisée à faire en sorte qu'elle se taise et alors en Suède, mais c'est, je sais même pas comment te décrire, c'est-à-dire que tu les vois vivre, les parents suédois, ils ont un niveau de détente tel que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Alors, dans ces environnements-là sociétaux, c'est facile en tant que parent de te dire: «OK, je me lâche la grappe et je lui lâche la grappe» parce qu'en fait, tout le monde s'en fout qu'il pleure, qu'il fasse une «colère» entre guillemets. Mais dans une société française, c'est beaucoup plus difficile ça, tu vois? De se dire, Complètement. «Je m'écoute, j'écoute mon enfant, je laisse la place à mon émotion». En France, limite, on te regarde en se disant: «Bah, elle va pas se laisser dominer par un gamin quand même», tu vois? Et Mmh. alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire aux parents qui évoluent dans des environnements qui sont un peu moins alors je n'aime plus du tout ce mot de bienveillance, mais un peu moins propices à laisser la place aux émotions de tout le monde? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les accompagne? Déjà, on leur dit que c'est difficile. On admet que c'est pas évident parce que ça demande de travailler sur notre blessure de rejet. On a un besoin d'appartenance et du coup, bah, pour peu qu'on ait été élevé dans un environnement où les enfants quand même, la moindre des choses, c'est qu'ils écoutent, Mmh. qu'ils obéissent et c'est qu'ils soient dans la case qu'on a prévue pour eux. On a grandi avec ces personnes-là qui pensent ça, enfin quand je dis symboliquement en tout cas, tu vois? Mmh. Tout à fait. Et c'est difficile de faire un pas de côté et de se dire: «Tu as raison dans ton monde, mais moi j'ai raison dans mon monde, en fait» Mmh. et on voit pas le même monde et c'est super difficile et juste d'accueillir que qu'est-ce qui bouge en moi? Quelles sont les peurs, tu vois, à ce moment-là? Qu'est-ce que je Mmh. redoute? Honnêtement, voilà, qu'est-ce que je redoute? Qu'est-ce que je crains? Quelle est la menace, tu vois? Et ensuite de se demander comment, avec assertivité, j'ai la possibilité, d'être différente mais acceptable. Et ça, c'est un chemin super long. En fait, c'est aussi pour ça que répondre à ce genre de questions, si on a compris, déjà juste ce que ça causait en nous, Mmh. et ben, c'est déjà mettre un pied dans le chemin qui va nous permettre de nous distancer et peut-être d'offrir à notre enfant une meilleure enfin, en tout cas, une meilleure authenticité, tu vois? Mmh. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce qu'on est, enfin, tu vois? Dans mes accompagnements, je rappelle que si c'est ressenti comme difficile, c'est que c'est difficile et que Exactement. toute personne qui éprouve quelque chose de difficile a besoin de câlins, quoi, de compassion, Exactement. de soins, de En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, en tant que parents, ce on fait à nos enfants est un peu ce qu'on se fait à soi-même. Tu vois, si tu mmh, te dépêches de, mettre un couvercle sur l'émotion de ton enfant en public, c'est que toi-même, quelque part, tu es déjà en train de mettre un couvercle sur ta propre émotion. Et donc là, ce que tu dis, c'est: admets que tu es mal à l'aise, regarde en toi-même pourquoi tu es mal à l'aise, tu gères avec ça comme tu peux, en fait.
et là après tu Ouais, avances quoi dans ce chemin, honnête en tout exactement, cas. Ouais, exactement. Encore une fois, il y a pas de recette toute faite, juste le lien entre soi et le lien entre soi et son enfant. complètement et ça met du temps. Chaque pas qu'on fait dans ce chemin, c'est un pas, enfin tu vois? C'est un mouvement quoi, c'est la vie est un mouvement, il y a rien à atteindre, il y a rien à réussir, il y a une intention à consolider quoi, tu Mmh. vois? Je parle beaucoup d'intention parce que c'est vraiment apprendre différemment de objectif, résultat. C'est vraiment une intention aussi de vulnérabilité, d'offrir à son enfant, bah, j'ai raté, j'ai fait ce que j'ai Mmh. pu, et c'est drôle parce que nos enfants maintenant ils nous le disent, tu vois? Alors Ouais. ça donne des situations très comiques où, là une autre anecdote, Mmh. mon petit dernier on revient de l'école et la maîtresse nous avait interpellés pour nous dire: «En ce moment avec Noé, il a beaucoup, beaucoup de choses à dire à son ami Mmh. et en classe, il discute beaucoup, beaucoup». On discute avec Noé et puis on lui dit devant la maîtresse: «C'est évident, tu as des choses intéressantes à dire à ton ami, mais est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée où tu pourrais lui dire? Est-ce que tu penses que, tu vois, est-ce que tu penses que ça peut se faire différemment?» Alors Noé, il dit: «Oui, oui, c'est vrai, est-ce que pendant que si tu discutes, c'est parce que tu as identifié quelque chose, tu as fini ton exercice? Est-ce que tu» Mmh. et donc on lui propose de créer un canal un peu plus Mmh. renforcé entre lui et la maîtresse pour, Mmh. que le canal avec son meilleur ami là, son best friend for life là, enfin tu vois, c'est très J'adore. exclusif, intensif et donc Noé sur le moment, tu vois, il dit avec beaucoup d'incarnation de sagesse, tu vois, du haut de ses 7 ans, il dit: «Oui, vous avez raison, il faut que je renforce ce canal» et cetera et le lendemain, je lui dis: «Alors aujourd'hui, comment ça s'est passé avec, le Mmh. canal et tout?» Il dit: «Écoute maman, ça va, j'ai fait de mon mieux, hein». Et je lui dis: «OK». Alors je lui dis: «Tu fait de ton mieux, c'est-à-dire?» Il me dit: «Bon ben, au début ça va et puis à la fin de la journée, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, hein». Je dis: «Mais pourtant mais je me suis pas souvenue de ce qu'on avait dit. Mais là maintenant que tu me le dis, je m'en souviens et demain je ferai de mon mieux». Alors tu vois, c'est trop mignon, mais C'est non, que je pense que tu vois, dans une autre époque, avec d'autres parents, Noé, il se serait pris, une rouspète, tu vois? L'air de dire, «Ça suffit maintenant, tu tu discutes plus», tu vois? Mais c'est trop mignon, mais il nous montre en fait qu'il fait de son mieux et on en rediscute et c'est trop drôle parce que tu vois encore là, ce week-end, je lui dis: «Alors, comment se sont passés les derniers jours, en classe et tout?» et il me dit, «Ça va, ça va» et du coup, on fait un espèce de jeu de rôle et je lui dis: «Écoute, je vais interviewer ta maîtresse». Je m'installe, je lui dis: «Bonjour», donc la maîtresse, s'appelle telle, donc madame maîtresse, «Je viens vous voir pour savoir comment ça se passe avec Noé ces derniers jours» et là, Noé, trop drôle parce qu'il prend la place de sa maîtresse. Je reconnais qu'il a fait de son mieux, mais c'était pas encore ça. ah, cette lucidité, j'adore. Et du coup, tu vois, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on avance en transparence. On Mmh. fait de notre mieux, on a du mal à se dire parfois les choses, mais on trouve des petits moyens. Enfin, c'est trop drôle, quoi. Je pourrais te parler Oh, longtemps de nos ah, ils petits sont jeux comme géniaux. ça, mais c'est trop drôle. C'est génial, c'est trop, trop bien. Mais tu sais, ce que tu me décris là, ce truc de, avec d'autres parents ou à une autre époque, ça se serait pas passé comme ça, c'est vraiment quelque chose que je constate. Alors après, peut-être que je m'entoure aussi de personnes qui sont un peu des briseuses et des briseurs de cycles, mais je trouve ça absolument fantastique de se dire que, bah, on est une génération, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire et c'est de ça que je m'entoure. On est une génération qui fait les choses différemment, qui essaie de faire «mieux» entre guillemets que ce qu'on a pu Mmh. vivre, qui nous a fait du mal à un moment donné. Mais ce que je constate aussi, c'est que ce n'est pas sans défi. Tu vois? Ouais. Typiquement, moi, je sais que j'ai eu une enfance, une grosse partie de mon enfance a été assez traumatisante. Alors, je suis pas du tout une maman parfaite et je fais des tas d'erreurs avec mes enfants et cetera. Mais je me souviens qu'au début de ma démarche de développement personnel et cetera, ou quand ça a rejailli sur ma façon de m'occuper de mes enfants, je me disais: «Mais c'est pas possible». Il y avait 2 choses. La première chose, c'était: «Oh, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont». Moi, à mon époque, j'étais là: «OK, tu vieillis» et la deuxième chose que je constatais, c'était une espèce de, presque de tristesse et de me dire comme si j'avais pas 2 enfants, mais 3 et une à côté qui disait: «Mais et moi? Et moi?» Alors, c'est quelque chose que j'ai Mmh. réussi à dépasser puisque je prends énormément soin de mon enfant intérieur. J'ai des photos de moi petite dans la maison et ça y participe, mais des personnes qui seraient là-dedans, tu vois? Dans une démarche de: «Je fais différemment de ce que j'ai vécu
et je galère, parfois je me questionne, est-ce que c'est assez, et cetera. Qu'est-ce qu'on leur dit? Surtout que toi, tu travailles beaucoup avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel message d'espoir ou d'encouragement on peut leur donner? Mais complètement. En fait, bien évidemment, je parlais du reparentage, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle l'enfant intérieur sur l'application Petit Bambou, que certains Mmh. connaissent. C'est évident que ce que tu as expérimenté là, d'une forme d'injustice, c'est naturel et c'est humain parce que tu accompagnes tes enfants en compagnie de ton propre enfant intérieur, que tu Exactement. veuilles ou pas. Et sans cesse, en fait, tu fais des allers-retours entre eux de comparaison, de j'ai pas eu ça, mais je donne ça. Alors des fois, ça peut être sous une forme de fierté, tu vois, j'y Mmh. arrive, je fais différent, etc. Mais bien souvent, ça peut être sous une forme d'injustice. Et quand on est fatigué, tu vois, quand on a des périodes de doute, et ben du coup, il y a cette partie un peu immature de nous-mêmes qui dit c'est injuste et donc qui va saboter un peu Complètement. le processus, tu vois. Ouais. C'est pour ça que la première étape, elle est indispensable, c'est de revoir ma relation à moi et j'irai même plus loin, c'est ma relation à mes parents aussi. Exactement. Parce que tu vois, ça, c'est quelque chose qui est frappant. Si je coach quelqu'un sur sa relation à ses parents, en creusant, tu t'aperçois, en fait, toi, adulte, tu as l'impression d'être adulte face à ton parent, mais bien souvent, surtout dans des situations où la personne va se sentir un peu activée, un peu menacée, ou tu vois, en fait, c'est pas toi, adulte, qui est là, c'est ton enfant intérieur qui est là. Et c'est hyper délicat, en fait. Complètement. Et tu vois, ça peut sembler très abstrait. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec une amie qui me parlait de sa façon dont elle était réactivée, comme tu dis, Mmh. en présence de sa maman. Elle n'en avait absolument pas conscience et elle avait l'impression que 2 choses étaient possibles. C'est soit elle se faisait manger, soit elle devait couper les ponts. Dans mes accompagnements, l'idée, c'est de pas couper les ponts, c'est de réinventer une relation depuis une posture mature et reparentée, sans qu'il persiste une forme d'attente de réparation. Tant que tu es dans cette posture d'attente de réparation, à protéger, entre guillemets, les fonctionnements de ton parent pour qu'il continue à, à te réactiver. Tu vois, Mmh. c'est un peu, Mmh. c'est complètement fou, mais en fait, tu es dans cet instinct de, tu le laisses continuer à exercer cette Mmh. forme de parentage qui te réactive, qui ne te permet pas d'être suffisamment haute, de poser ton cadre et de Ouais. réinventer, tu vois, une relation qui serait plutôt saine, je dirais ferme, vraiment d'adulte à adulte. Parce que tu as raison que c'est pas parce qu'on a la forme physique Mmh. d'adulte ou qu'on a le statut de parent qu'on peut se comporter symboliquement de manière adulte vis-à-vis de son parent. Mais c'est surtout, tu sais, ça me fait repenser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta fille qui vient te voir elle réplique un peu ce qu'elle te voit faire en mode, «Tu vois maman, aime-moi, tu peux m'aimer» et cetera. Bah, je trouve que quand tu n'as pas déjà, elle a beaucoup de chance de t'avoir toi en maman, parce que tu traites ça avec, beaucoup de Mmh. respect et je pense que tu lui donnes ton amour de façon inconditionnelle et du coup, Mmh. elle aura un lien sain avec ça. Mais quelqu'un qui est dans une relation, moins saine avec son parent, je pense que tu laisses aussi le parent te réactiver parce que, comme tu dis, tu attends toujours une réparation et au-delà de la réparation, tu attends toujours que ton parent t'aime, ton parent t'accepte, ton parent te valide. Sauf que dans beaucoup de cas, en fait, ça viendra jamais. Bien sûr et en fait, tu te Mmh. positionnes, en fait, tu as un élan de sauveur Mmh. vis-à-vis d'une personne qui, pour autant, ne te permet pas d'être mature, enfin et d'être Absolument, sécure. absolument. Que ça peut paraître un peu abstrait, mais tout ça, ce sont des jeux très symboliques qu'on n'applique pas, de cette manière-là, dans la façon dont on va, échanger avec son parent, tu vois? Parce que je vois Mmh. certaines personnes qui voudraient aller discuter avec ces mots-là et à leurs parents ou autres. C'est pas du tout accessible par beaucoup de gens. C'est pour ça que c'est un travail à faire pour soi-même, en soi-même et ça demande de reparenter son enfant intérieur parce que là, pour le coup, il y aura pas d'approbation de Ouais, l'extérieur, tu vois? absolument. Et de travailler, de faire tout ce travail sans avoir une attente d'approbation de l'extérieur, déjà ça, c'est un gros travail, tu vois? Mmh. C'est Sinon tellement on peut se vrai. retrouver un peu piégé. Alors, pour préparer cet épisode, donc tu me vois moi, seule, mais j'ai fait appel à des copines et l'une d'entre elles avait une question sur les rivalités entre frères et sœurs. En fait, pour elle, c'est comment est-ce que j'aborde ça en tant que parent et comment je fais en sorte que,
En réalité, sa peur, et je la comprenais totalement, c'est pour moi, j'ai 2 enfants, c'est une petite équipe. Je sais que si je suis pas là demain, ils ont l'un et l'autre, tu vois? Et les voir là, du haut de leurs 8 et 6 ans se chamailler, et ben ça casse un peu cette, vision idéale que j'ai pour eux et ça me fait énormément de peine. Donc comment je fais face à ça? Et au-delà de ça, mais là, on est déjà un peu dans l'attente de résultats. Au-delà de ça, comment je fais en sorte que ça aille mieux? Alors déjà, moi, je pense que au sein de la fratrie, au sein d'une famille, on expérimente tout ce qui se joue dans la société, tu vois? Mmh. Donc les petits conflits sans importance existent aussi, dans une fratrie et puis on pourrait regarder que c'est pas parce que 2 frères et sœurs, sont en conflit au sein du foyer qu'à l'extérieur, quand ils sont seuls, tous les 2 ou tous les 3 à l'extérieur, sont aussi en conflit bien souvent. Ils se rapprochent. Je veux dire, les codes de solidarité ont beaucoup plus de sens d'exister quand ils sont à l'extérieur du foyer. Ça, on le remarque. Tellement vrai, exactement. Donc c'est pas parce que des enfants sont en conflit, au sein du foyer qu'ils vont lâcher les codes de solidarité et de fraternité quand ils auront besoin de les activer à l'extérieur. Déjà, c'est une Mmh. qui peut Mmh. rassurer les parents. Ensuite, il y a quelque chose dans la façon de la gestion du conflit, je crois. Le parent, il va vouloir, peut-être, alors ça dépend du parent et j'aurais aimé parler avec cette amie-là, mais des fois on voudrait dire, «Non, non, mais taisez-vous, pas de conflit, je vous ai dit pas de conflit, on se bagarre pas entre frères et sœurs», enfin, tu vois? Mmh. Alors que c'est une opportunité de vivre le conflit. C'est une opportunité de voir que, il existe des conflits dès l'instant où il y a, des communications, entre 2 personnes. En fait, je veux dire, dans le couple, il y a des conflits. Mmh. Dans des fratries, il y a des conflits. Au travail, entre collègues, il y a du conflit. Enfin, Absolument. qu'est-ce qu'on appelle conflit? Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas, là, et en communication non violente, on travaille beaucoup ça, mais est-ce qu'on pourrait pas voir le conflit comme des opportunités? Mmh. Cueillir enfin, en tout cas, identifier dans la fratrie des opportunités d'offrir des solutions aussi de résolution de conflits. Mmh. J'accueille ton émotion, j'accueille son émotion. Et avec le temps, tu vois, d'observer ce qui se joue. Je te donne un autre exemple trop fort, mais moi, j'ai un petit laboratoire à la maison. En plus, c'est mon point, donc ça multiplie les Ouais. opportunités. Mon petit dernier était malade il y a quelques semaines Mmh mh. et ma fille arrive et donc lui, il avait passé sa nuit, dans notre Mmh. chambre parce qu'il vomissait beaucoup. Enfin, donc on lui avait mis installé son petit lit dans Mmh. notre chambre et donc ma fille arrive et donc elle me dit, «J'en ai marre, moi la dernière fois, j'étais malade et vous m'avez pas pris dans votre chambre» et du coup, elle s'en prend à son petit frère, en fait, Ouais, tu vois? ouais. Et donc je lui dis: «Mais là, enfin, je vois que tu es en colère, appelle-moi, c'était quand la dernière fois?» parce qu'en plus, moi, j'ai que le souvenir où elle a fait la même chose. Je le fais systématiquement, mais et je lui dis: «Mais pourquoi tu t'en prends à ton petit frère?» Et là, le petit Noé, le mec, il dit: «Eden, ce n'est pas parce que je gagne que tu perds» et Oh! tu non, mais écoute, au moment où il le sort, dans ma tête, je me dis: «Il se fout de ma gueule» parce que non, mais parce que vraiment, c'est quelque chose que je répète souvent dans la résolution de conflits. Mmh. Souvent, je le répète souvent. Et Noé, le petit dernier qui est le moins mature, bien évidemment, c'est celui qui est le moins en mesure de l'entendre au moment où je le Mmh. dis. Mais au moment où je le dis pas avec l'intention qu'il le répète ou qu'il le comprenne, je le dis avec l'intention de continuer à construire mon mur avec toutes ces petites briques Mmh. de mindset, Tout à fait. tu vois? Et au moment là où il le sort et il me regarde avec un petit sourire de joker, l'air de dire: «Hey, c'était bien là qu'il fallait le ressortir», tu vois? Voilà, c'est ça mon chéri, maintenant la prochaine fois, on se l'applique à soi. Exactement. Et en fait, là, je me suis dit, dans ce conflit-là qui existe, finalement, il y a quelque chose qu'il faut. Bon, il y avait l'accueil de l'émotion d'Éden, l'injustice, de mettre des mots, mais il y avait aussi l'opportunité de dire à Noé, c'est vrai ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à Éden alors à ce moment-là? Parce que du coup, moi, je l'ai pris à partie un peu pour qu'il puisse, puisqu'il me montre que à son avantage, il a tiré enfin, tu vois, Mmh. il tire un mantra presque. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, c'est des opportunités et les opportunités, elles sont pas souvent là où on croit. Mmh. Exactement. Toujours dans cette idée de quand je résous un conflit de fratrie, c'est pas avec la volonté que demain il y ait plus de conflit. Tout à fait.
c'est avec la volonté de construire avec une pierre de plus ce mur, cette construction de mindset, quoi, tu vois, de relations au conjugal. Tout à fait. Alors pour le coup, l'amie dont je te parle, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une maman, en or, vraiment, c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure que je m'entoure. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'intentionnel ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu l'univers qui me met, dans ces cercles-là. Ouais, Mais pour le coup, c'est c'est ça. vrai oui, complètement. Oh, je sais pas comment j'en suis arrivée là, vraiment. Mais c'est ça pour dire que c'est vraiment une maman en or qui serait plutôt du genre à écouter, à pas être dans, «Tu pas fait ceci». Pour le coup, elle va plutôt être à l'écoute. Par contre, je pense qu'il y a toujours ce truc en tant que parent où tu as quand même une activation qui fait que sur le coup, c'est pas toujours évident de se souvenir de, bah, un conflit, c'est, une occasion, c'est une opportunité. Sur le coup, tu as quand même cette activation et donc quand tu es dans, en tant que parent, dans la situation, tu as tes Ouais. enfants qui se tapent dessus, c'est la 15e fois de la journée, en début de journée, tu étais fraîche, tu étais dispose, tu t'es dit: «Bon allez, on prend le temps» et cetera. Là, c'est la fin de la journée, tu en peux plus, tu es vraiment activée. Quels sont les Ouais, mais outils qu'on peut oui. donner dans ce moment-là? Alors juste ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'active en moi, c'est que quand je vois mes enfants se battre, je me dis: «Oh là là, ils vont se battre toute leur vie, en fait. Ils vont C'est être en ça, conflit, ils vont se battre», tu vois? Alors que exactement. quand un enfant, un salto arrière avec, des crises de nerfs parce qu'il a pas le Kinder Bueno au supermarché alors qu'il a 2 ans, on Mmh. se dit pas qu'il va faire un salto arrière, cri, toute sa vie devant un Kinder Bueno. Mmh. Tu vois? En fait, Mmh. on s'accorde de penser que c'est un comportement immature. C'est-à-dire que Mmh. c'est dans sa palette d'outils dont il dispose à ce moment-là, il fait avec ce qu'il a. La bagarre, tu vois? La bagarre, les cris, dans sa palette archaïque là, Ouais, immature, mais ouais, elle est aux premières lignes, quoi, tu vois? ouais, complètement. Ça réactive en moi quelque chose de très archaïque, mais n'empêche que ça, moi je l'ai mis de côté puisque je suis raisonnable. Mmh. Donc moi, je dois avoir conscience et confiance au fait que cet enfant-là, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a aussi, Mmh. tu vois? Ouais. Et qu'il a pas les outils. Donc du coup, de la même manière qu'un enfant à 2 ans, quand il se roule par terre, je vais pas me rouler par terre ou je vais pas aller en pessimisme à me dire: «Il va se rouler par terre tout le temps devant une pâtisserie à la boulangerie», tu vois? Je me dis: «A priori, tu vois, là, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais en grandissant, eh ben, ce conflit-là, il va le gérer différemment» et donc c'est en Ouais. ça que je dis opportunité. Donc ça veut dire que sur le moment, au moment où ça se réactive, respiration et moi, ce que je me dis à moi-même, je Mmh. me dis: «Ils comprennent rien, ils comprendront plus tard». Tu vois, je me dis: «Confiance au fait que là, tout de suite, ils comprennent pas, ils comprendront plus tard». Mais c'est comme la technique de, j'écris des mails à mes enfants qui liront plus tard. Mmh. C'est-à-dire que j'ai besoin à un moment de parler à quelqu'un qui me comprenne, tu vois? C'est ça. Mais là, à ce moment-là, je dois admettre qu'on n'est pas, tu vois? Ouais, On il leur manque des bouts de cerveau, quoi. Il leur Oui. manque des cases, tu vois? Mais c'est Ouais, et c'est complètement. et c'est et c'est et c'est physiologiquement normal. Enfin, tu vois? Il y a Tout pas à fait. de Mmh. neuropsychique, enfin, c'est quelque chose qu'on le sait, on le sait. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver une espèce de croyance ancre positive à laquelle revenir. Tu souffles, tu reviens dans ton corps, tu sens que moi, typiquement, dans ces moments-là, c'est, j'ai de plus en plus conscience de ce qui se joue dans mon corps, mais c'est comme si tout était, je sais même pas comment t'expliquer ça, c'est vraiment, comme si je n'étais qu'un fil tendu et du coup, c'est ça mon ancre physique pour me dire: il y a un truc qui va pas» et là, tu te raccroches éventuellement à ta pensée ou à ta sensation, mais une espèce de croyance positive, en fait, qui va Et puis nourrir la confiance, qui va nourrir ta confiance en tes enfants, en l'avenir, dans le futur et en toi-même, en nourrir fait. ta sécurité, voilà, c'est ça, Ouais. nourrir ta conscience, ta sécurité parce que à ce moment-là, si tu paniques, c'est que tu es en danger. C'est que, tu vois, tu as reçu un message de: «C'est la fin du monde là». Tu es en train de créer des mutants qui vont, détruire la planète en commençant à Ouais, détruire ma famille, tu vois? Enfin, tu vois, ce exactement. truc, on va s'auto-tuer et puis enfin, tu vois, il y a un Ouais, truc de très dangereux, quoi, tu vois? exactement. Bah, oui, parce que tu surréagis en fait, tu surréagis pas, tu réagis à un truc énorme qui est juste pas là. Alors, Lika, dans la description de ton parcours professionnel, tu nous as parlé de tous les sujets auxquels tu t'étais formée et notamment des styles d'attachement. J'avoue que ça a un peu titillé mes oreilles et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles et que tu nous dises un peu comment ça impacte la façon dont on interagit avec nos enfants ou la relation avec nous-mêmes.
On pourrait repartir sur 1 heure, hein, vraiment, minimum. Mais je pense Mais qu'on je vais va on essayer va d'être devoir se remettre ça, on est un peu obligé là. pour faire assez bref. Donc moi, la théorie d'attachement, c'est quelque chose sur lequel je me suis formée, penchée déjà quand il a fallu que je pense ma posture de professionnelle d'accueil du jeune enfant. En premier lieu, je l'ai fait pour ça, parce que accueillir des enfants qui ne sont pas les siens, mais c'est une grande responsabilité. Et du coup, j'ai étudié les œuvres de John Bowlby, tu vois, Mmh. sur la théorie d'attachement, Marie Mmh. Ainsworth, etc. Et effectivement, il y a plusieurs modèles d'attachement. Ce qu'on peut retenir de façon assez simple, c'est que construire un modèle d'attachement sécure, c'est possible avec un environnement qui pose cette intention-là sur soi. Sa façon dont on va être, dont on va créer, comme on dit, ce modèle interne opérant, c'est comme un locus on appelle ça un locus de contrôle, un lieu à l'intérieur de moi qui va se construire selon Mmh. ce modèle d'attachement plus ou moins sécurisé. Ça va après modéliser une façon d'être au monde pour moi. C'est un peu ton C'est programme informatique, personnel, quoi? exactement, c'est Ouais. voilà, exactement. En fonction de où je vais grandir, de comment mon environnement aura tissé autour de moi, des ressources pour, créer un attachement sécurisant. Bah, Mmh. je vais après, moi, depuis cet endroit-là, relationner, à différents endroits de ma vie, à différents endroits de mes relations. Donc, Mmh. de ma façon de vivre, le lien aux autres, l'amitié, l'amour, nos professionnels, Mmh. la parentalité, ma relation au deuil, ma relation à voilà, différents types de relations en fonction de si j'ai eu un attachement sécure ou moins sécure. Alors Mmh. insécure, donc ça peut être fuyant, ambivalent, enfin, il y a plusieurs modèles d'attachement. Ça va parler de la façon dont je relationne, tout simplement. Je sais pas si c'est assez simple, ma façon de synthétiser ça. C'est Et très clair. Sécure et ou insécure? Ouais, ce qui est OK. important au moment où, je souhaite faire ce travail sur moi, parce qu'en fait, à quel moment je m'interroge sur le modèle d'attachement, en dehors du fait que c'est pour mon métier, Mmh. c'est au moment, moi, personnellement, où je deviens parent. Vraiment. J'ai senti que c'est vraiment à ce moment-là où moi, Lika, je me suis dit: «OK, j'ai toute la théorie, mais concrètement, comment ça s'applique pour moi-même? Comment je suis au monde? Que révèlent, les situations que j'ai rencontrées de mon modèle d'attachement? Que révèlent de ma façon dont je vois et dont je me sens plus ou moins sécure dans ma responsabilité de parent, de mon modèle d'attachement?» Tu vois? Mmh. Tout à fait, ouais. Ce qui est, génial, j'allais dire, c'est que, Mmh. on peut travailler sur son modèle d'attachement tout au long de sa vie. On peut et c'est ce que je disais en début d'entretien, c'est-à-dire qu'on peut faire un choix à un moment, d'organiser sa relation à soi et sa relation aux autres sous certaines conditions de sécurité. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure qu'on travaille sur notre relation d'attachement, on va identifier que peut-être on est en train de reproduire des modèles d'attachement insécures. Parce qu'en fait, alors moi aussi je suis biaisée en tant que thérapeute, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des modèles d'attachement insécures, qui reproduisent aussi dans leur schéma, dans leur relation, des situations où elles vont se sentir insécures, où elles ne vont pas s'offrir la possibilité de se positionner, de se reparenter et de recréer en fait un modèle interne opérant qui leur permette d'être sécurisés. Typiquement, ça va être la fille, donc je fais un tout petit pas de côté par rapport au parenting pour qu'on comprenne bien comment ça agit, ces modèles internes opérants. Ça va être, la nana qui a vécu une enfance un peu difficile et donc qui va développer suite à ça un modèle d'attachement insécure et qui va revivre, en tout cas si elle a pas conscience du fait qu'elle a ce modèle d'attachement insécure, elle va inconsciemment recréer des situations ou des relations ou être attirée par des hommes qui réactivent un peu cette espèce C'est ça. d'insécurité C'est en elle. c'est-à-dire qu'elle va se sentir à sa place dans des endroits où c'est pas très sécurisant en fait pour elle, pour son épanouissement. C'est difficile de le dire parfois parce que du coup, les personnes me disent: «Oh, bah, tout ça c'est de ma faute, alors c'est moi qui cherche». Non, en fait, c'est pas du tout un discours culpabilisant, c'est plutôt Mmh. un discours de conscience, encore une fois. Exactement. Tu Ouais. vois? De conscience et la conscience amène le cadre. Tu vois? Amène j'ai identifié que c'était pourtant pas la meilleure place. Ma place à moi serait ailleurs, mais ça me demande Mmh. à moi de m'activer avec fermeté, tu vois? Quels sont mes piliers de sécurité? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je
mérite de recevoir, tu vois? Mmh. Je suis ma valeur, comment je suis au monde et comment je peux m'apporter toute l'attention utile pour être valide, tu vois? Exactement. À mes yeux, et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, et ben, son environnement, il se change aussi, tu vois? Tout à Parce fait. qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui se sentent plus trop, juste à notre place. Bah oui, Mmh. c'est bizarre quand on a côtoyé une personne qui, s'est infiltrée dans ce gouffre-là d'insécurité et qui va voir qu'à un moment on se révèle différemment. Et ben, il va y avoir une forme de décalage et donc ça va nous demander avec un peu plus de fermeté de se repositionner, de poser nos limites. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça demande tout un De travail. s'affirmer. Ouais. Mais tu sais, par rapport à cette question de, «Mais tout est de ma faute», moi, une de mes phrases, mantra pour, un peu reprogrammer mon programme informatique de base, c'est de me dire: «Alors, c'est pas de ma faute, ce que j'ai vécu étant enfant, c'est pas de ma faute, mais maintenant c'est de ma responsabilité». De modifier ça et de ne pas laisser ça, guider ma vie, diriger mes relations avec mes enfants, ne pas, tu vois, toutes ces choses que tu dis sur la valeur que tu as à tes propres yeux, ce que tu t'autorises à recevoir, ce que tu t'autorises à poursuivre comme objectif, c'est pas de ma faute et pour autant, maintenant, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que, bah, que ce soit plus un sujet, pour mes enfants, en tout cas. Exactement. Mmh. Et tu vois ce que j'aimerais dire un peu dans le prolongement de cette réflexion sur ce travail, pour soi-même, c'est Mmh. que les personnes qui viennent me voir, bien souvent, elles prennent conscience et donc elles sont motivées. Tu vois? Elles sont motivées pour s'engager dans ce travail sur elles-mêmes. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, mais c'est réel, c'est-à-dire que dans le travail sur soi, la motivation, c'est une chose, la discipline, c'en est une autre. La Mmh. discipline dans le sens de on y va et on s'entraîne quoi, tu vois? Et Ouais. on s'exerce et on y retourne et on tombe. Pas facile et en fait, un des schémas qu'on pourrait avoir de facilité, tu vois, c'est: «Il suffit de vouloir pour pouvoir». Non, en fait, il Non, suffit d'y aller et de pédaler quoi exactement. et de chaque pas, de s'entretenir et que chaque matin on y va. Enfin, tu vois, c'est comme, le sportif, tu vois? Qui, pour le coup, le sportif de haut niveau, probablement qui a une obsession et on Mmh. y revient tout à l'heure, c'est plus qu'un objectif, c'est de se dire: «Il se lève tous les matins et il y va», tu vois? Et ce qu'il fait Exactement. aujourd'hui, c'est une discipline et on y retourne et Ouais. c'est comme les outils de la pleine conscience, tu vois? Des personnes qui viennent me voir et qui je leur propose de pratiquer, c'est de mettre en place certains outils Mmh. et elles viennent me voir la semaine d'après, elles me disent: «Non, mais en fait, je me suis écoutée cette semaine et j'ai pas trop utilisé les outils». C'est OK, c'est OK. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire s'écouter quand on Mmh. vient d'un endroit où on a eu beaucoup de croyances biaisées, un endroit où on a eu des automatismes qui ne nous ont pas toujours permis d'aller dans cette direction-là? Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire s'écouter? Tu vois, à un moment, il s'agit pas non, pas de se faire du mal, mais de se prendre en courage, tu vois? Et de Ouais, se c'est dire: ça, «OK, exactement. je vais tenter de faire quelque chose de différent pour aller à un endroit différent». Exactement. Ouais, mais c'est vraiment cette idée que nos corps, tu sais, nos corps émotionnels, notre intuition, tout ça, c'est vraiment des muscles. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que notre corps physique, on le voit, il est palpable, on sait qu'il faut le nourrir, on sait qu'il faut le garder actif. Mais ce qui est vrai pour notre corps physique est vrai aussi pour tous nos autres corps qu'on voit pas, en fait. Ouais, complètement. Écoute, Lika, on pourrait discuter encore des heures. D'ailleurs, j'avais des tonnes de questions pour toi. Donc, en fait, ça, en off, on replanifiera la prochaine interview. Mais c'est maintenant l'heure du questionnaire de la fin, à regret, avec toi. Je voudrais que tu t'imagines, Lika, que tu as la possibilité d'envoyer un message vocal à un groupe de personnes sur Terre pour leur parler. J'avais marqué de parentalité, mais en fait, avec toi, le champ des possibles est tellement vaste que tu peux leur parler de ce que tu veux. Quel groupe de personnes tu choisis et qu'est-ce que tu leur dis? J'aime trop, trop ta question. Je m'adresse à toutes les personnes qui, doutent énormément dans leur vie, Mmh. qui doutent sur elles, sur leur validité, sur, le sens de leur vie, le sens de leur passage Mmh. sur Mmh. terre. Je m'adresse à toutes ces personnes-là et je crois qu'il y en a plus que ce qu'on croit, tu vois? Mmh. Enfin moi j'ai conscience de partager cette commune humanité avec beaucoup, beaucoup de Ouais. personnes pour dire que, j'ai pas de recette, Mmh. mais le fait qu'on soit plusieurs à être dans cette situation-là, ça veut sûrement dire que c'est nous qui sommes dans le juste Mmh. et qu'à à n'être sûr de rien,
c'est probablement, depuis nous qu'on arrivera à un monde, plus juste, qui se remet plus en question, qui réinterroge chacun de ses pas et qui prend la direction de l'imperfection, tu vois? De la parfaite imperfection et tu vois, de ce groupe-là, je voudrais leur dire que c'est en affichant nos vulnérabilités qu'on permettra à chacun de le faire et à créer un monde beaucoup plus sensible. Ah, j'adore. Imagine que tu peux envoyer un message à la Lika que tu étais il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, c'était quasiment au moment où on enregistrait le premier épisode et ce que je voudrais lui dire, c'est: «Quoi que tu fasses, je suis avec toi». Pourquoi je dis ça? Parce que, il y a 5 ans probablement, j'étais dans des périodes où à la fois j'étais très rapidement j'allais à regretter ce que la Lika avait fait et donc ça me mettait dans une posture où je redoutais ce que la Lika de demain allait penser de moi. J'étais dans un endroit très insécure pour le coup, mais je travaillais beaucoup, enfin je travaille encore, hein, enfin on travaille Mmh. toujours, mais Mmh. tu vois? Et j'avais pris conscience à ce moment-là que tant que je ne faisais pas confiance au fait que la Lika d'hier, elle avait fait de son mieux, Mmh. j'allais continuer à redouter le fait que la Lika de demain, elle me reproche ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. Mmh. Et tu vois, ça, toujours dans cette idée de faire de son mieux, ça a été game changer, vraiment, vraiment pour moi. Parce que aujourd'hui, personne ne peut me dire: «Comment ça, tu regrettes pas ce que tu as fait?» ou alors: «Tu m'as fait du mal, Mmh. tu regrettes ce que» en fait, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Mmh. Mais sur le moment, je suis sûre d'avoir fait de mon mieux et je suis, copine et alliée avec toutes les Likas J'adore. et ça m'aide énormément, Ouais. énormément parce que tu vois, dire: «Oh je suis désolée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça», c'est redouter la Lika de demain Mmh. qui va potentiellement remettre en cause Ouais. qu'aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Donc ce que je voudrais dire à la Lika d'il y a 5 ans, c'est: «Quoi que tu fasses, je suis avec toi, on est ensemble». Mmh, j'adore. Elle est extrêmement puissante, cette pensée de tout le monde fait toujours de son mieux. Merci pour ton partage. Alors, pour finir, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'on parle beaucoup du concept de de croyances limitantes. On parle beaucoup de nos croyances limitantes, de nos limites, etc., qu'il faut les dépasser. Et c'est vrai. Et en même temps, on n'est pas fait que d'ombre, on est aussi fait de lumière et on a aussi des croyances soutenantes. Et alors, Mmh. avec ces nouvelles interviews, j'ai envie de faire une collection de croyances soutenantes. Est-ce que toi, tu peux nous partager ta croyance soutenante la plus puissante? Moi, j'en ai une puissante, vraiment, mais qui peut paraître un peu farfelue parce que, pour le coup, ça s'applique vraiment pas à tout le monde. Mais mais j'ai un truc en moi qui de fou qui me dit: «Saute et tu vois après». J'adore! Non, mais tu sais, je sais pas, c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est pour plusieurs trucs. J'aurais des tendances parfois à procrastiner sur des choses ou bien à ralentir ou à freiner et je m'en rends compte. Je sens ce qui joue à l'intérieur de moi, c'est toutes ces peurs face à l'inconnu et cetera et des fois, Mmh. tu vois, je me vois l'image de Lika qui met les doigts dans ses oreilles, qui ferme ses yeux fort et qui saute, tu vois? Et puis après j'ouvre les yeux et je vois si je suis pas morte, tu vois? Et J'adore. non, mais symboliquement, tu vois? Mais j'ai ce truc-là, tu vois? Des Mmh. fois où je doute, je doute et je me dis: «Non, mais si c'est ton intuition qui dit qu'il faut y aller, tout le reste Mmh. des doutes, c'est organisé par ton expérience et qui n'est pas que bonne», tu vois? Mmh. Mmh. Donc saute et quand tu ouvriras les yeux, tu verras que tu es pas morte, quoi. Parce qu'aussi j'ai confiance à l'instant d'après. Tout à fait. J'ai confiance au fait que quand tu sautes, en tout cas pour des décisions, il y a rien d'irrévocable, quoi. Exactement. Il y a rarem c'est rarement irrévocable, vraiment. Ouais. Et en plus, quand tu as confiance au fait que tu crées tu crées un peu moi, j'ai l'impression de broder ma vie, hein. C'est-à-dire Mmh. que tu parlais tout à l'heure de cassure de chaîne, un Mmh. peu. J'ai l'impression de broder autour, du noyau le plus beau, tu vois? J'ai l'impression de Mmh. m'inspirer du noyau le plus beau et de Mmh. et de broder quelque chose un peu en tangente parfois, mais je m'inspire, enfin je brise, je m'inspire, voilà et du coup je me dis: «Ça se tente et puis au pire des cas, il y a des choses qui se font que personne n'a fait et c'est pas parce que personne l'a fait que ça peut pas se faire, quoi». Merci infiniment Lika pour cette, croyance effectivement hyper puissante et puis pour toute cette conversation. Encore une fois, j'aurais pu, te garder des heures et des heures avec moi, mais merci beaucoup, beaucoup pour cette conversation.
Merci à toi, Rose. Merci infiniment. J'adore parce que je me sens à la maison sur ton podcast. D'ailleurs, je suis pieds nus là dans mon petit confort et je pourrais discuter encore très longtemps. Merci pour cet échange authentique. Merci. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, tu peux déposer un commentaire sur la plateforme où tu l'as écouté et je t'en remercie chaleureusement par avance. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Abonne-toi pour ne surtout pas le rater et d'ici là, prends soin de toi.